Cette fois, moi aussi. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, parlons d'abord de la guerre Iran-Irak. Comment expliquez-vous, Majesté, que cette guerre du Golfe entre musulmans s'éternise? Cela fait bientôt 7 ans. Y aurait-il des pays tiers qui ont intérêt à ce que cela continue? Avant de répondre à cette question, je tiens tout d'abord à dire un grand bonjour à tous les téléspectateurs qui, de l'autre côté de la Méditerranée, sont devant leur télévision sur Antenne 2. Je suis donc très heureux de pouvoir leur souhaiter une excellente journée. En ce qui concerne la question que vous venez de poser, il est certain que la guerre irako-iranienne représente un cas sans précédent dans l'histoire des relations internationales. D'abord sur le plan de la représentation diplomatique. C'est la première fois que l'on voit une guerre entre deux pays alors que les ambassades respectives sont toujours ouvertes et que le drapeau de l'adversaire continue à flotter sur son ambassade. Deuxième aspect, qui est vraiment un précédent qui peut être extrêmement grave pour la région, c'est que j'ai l'impression que la guerre irako-iranienne, enfin la guerre militaire, n'est faite que pour amuser le public. C'est un show. Un show, il y a des fusées intercontinentales, il y a des raids d'avions, il y a des coulages de pétroliers et de plateformes. Il y a des morts aussi. Il y a des morts, il y a la présence d'une armada internationale comme jamais on en a vu. Mais la vraie guerre, à mon avis, celle qui se passe en dessous, c'est une guerre d'exportation d'idéologie sous couvert de l'islam. Et alors là, comme vous le savez, les musulmans étant nombreux, ils sont 1 milliard, éparpillés dans le monde, alors là, les conséquences de cette guerre géographiquement visible risquent d'être imprévisibles. Majesté, justement, à propos de l'islam, vous avez récemment lancé un appel aux musulmans pour qu'ils se réunissent en concile. Vous avez vous-même été très inquiet des événements de la Mecque. La menace pour vous, aujourd'hui, vient-elle du radicalisme de la foi islamique? Ici, en Europe, on dit intégrisme, Majesté. Mais en réalité, il y a deux termes qui doivent être employés dans ce domaine. C'est le fondamentalisme, d'une part, et le radicalisme. Je ne suis pas pour l'intégrisme. Et les gens de la Sunna sont des fondamentalistes. Les gens de la Shia sont... des orthodoxes, disent-ils. Comment? Des orthodoxes, disent-ils. Nous sommes les orthodoxes, les gens de la Sunna. Mais ce projet de synode que vous avez de réunion des sages musulmans, oui. Est-ce que le fait que vous soyez descendants du prophète peut avoir une importance? Est-ce que les chiites reconnaissent cette parenté que vous avez? Ah oui, ils la reconnaissent. C'est du reste de cela qu'est parti le mouvement de la Shia tout de suite après la mort du prophète. Majesté, s'il Car vous on plaît. considérait que, après ces deux premiers compagnons, le khalifa de l'islam devait revenir aux descendants du prophète. Majesté, s'il vous plaît, une petite explication de thèse pour ceux qui sont des profanes. La sunna, la shi'at, qu'est-ce que c'est? Bien, disons que la sunna, c'est le rite orthodoxe musulman, oui. Et que la shia, tout en n'étant pas hérétique complètement, demeure quand même une hérésie, d'autant plus que sous le mot shia, il y a 93 espèces ou sectes ou écoles de shia. La plus dangereuse, la plus extrémiste, celle qui est la plus loin de la sunna, est justement la shia jafariya, qui est le rite officiel de l'Iran. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé que nous avons bien vécu pendant 14 siècles entre sunnites et chiites, et que tout à coup, nous voyons surgir un conflit accompagné d'autres conflits qui s'inscrivent dans un voisinage de déstabilisation. Alors, j'ai proposé à ce qu'une conférence islamique ait lieu, d'abord pour qu'il y ait une explication franche, et deuxièmement pour que nous puissions créer des commissions de réflexion entre sunnites et chiites et revenir au moins au statu quo ante avec un minimum de tolérance.
Majesté, dans votre pays, croyez-vous vous-même à une menace des radicaux, des plus radicaux? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que notre religion, ici au Maroc, est très bien défendue, positivement défendue par notre rite malékite, par nos enseignements religieux et aussi, je le dirais, par nos traditions ancestrales. Et comment on explique que ce développement du radicalisme musulman dans certains pays? Est-ce que c'est un problème social d'abord, à votre avis? Non, je pense avant tout que c'est un problème d'ignorance. Il ne faut pas oublier que le Coran et les hadiths du prophète sont en arabe. Les musulmans, tous les musulmans du monde ne parlent pas l'arabe. La plupart ne savent même pas ce qu'est l'arabe. Ils ont donc recours à des théologiens ou à des professeurs pour leur expliquer tel ou tel verset du Coran ou tel hadith du prophète. Et de ce fait, de soi-même, s'est créé une sorte de clergé qui détenait la vérité et qui détient toujours le fait de dire la loi ou d'interpréter la loi. Vous parlez pour les Iraniens? Pas seulement pour les Iraniens, pour les Africains, pour les Asiatiques. Bien, Majesté, dernière question sur ce sujet. Majesté, croyez-vous possible un vrai dialogue avec l'imam Khomeini? Si nous ne sommes pas trop indiscrets, qu'avez-vous l'intention de lui dire si ce concile se réunit? Je ne pense pas personnellement que si ce concile se réunissait, qu'il y assisterait personnellement. Mais s'il y assistait, je lui dirais, écoutez, vous êtes un ayatollah, vous devez donc connaître les fondements de notre religion. Si vous voulez même un tête-à-tête pour qu'il n'y ait pas d'arbitre dans nos conversations et qu'il n'y ait pas l'impression qu'il y a un vainqueur et un vaincu, je suis prêt à vous convaincre de la rectitude de notre attitude et de vous convaincre de certains dépassements que vous avez accomplis dans la vôtre. Majesté, une autre question, et là nous changeons tout à fait de sujet, nous l'avons appris bien dans le courant de la nuit. Dans une résolution votée au Parlement européen, bien le Parlement invite les autorités marocaines, et là je cite le communiqué, à libérer tous les prisonniers politiques et syndicaux et à respecter les conventions internationales sur les droits de l'homme. Qu'en pensez-vous, Majesté? Je pense tout simplement que chaque régime dispose des lois et règlements nécessaires à sa pérennité. Notre régime, comme tous les autres, a décidé de mettre à l'abri ses institutions, légalement et démocratiquement et historiquement choisies par le peuple marocain. Pour moi, il n'y a pas de délit politique. Le seul délit politique, c'est lorsqu'on prétend que le Sahara n'est pas marocain. Que les non-marocains puissent le prétendre, de bonne ou de mauvaise foi, ceci m'est complètement égal. Mais allez demander aux Français de la Première Guerre mondiale s'ils pensaient que l'Alsace-Lorraine n'était pas française. Eh bien, c'est la même chose. Je suis là pour défendre l'intégrité territoriale de mon pays. C'est pour cela qu'il y a cette allégeance de la part de mon peuple à mon égard et qu'il y a cette obligation d'un contrat politico-social entre moi et mon peuple, à savoir que je dois défendre des institutions à la tête desquelles se trouve l'intégrité territoriale. Alors à partir du moment où un Marocain me dit que le Sahara n'est pas marocain, il va en prison? Comment? Il va en prison pour ça? Ah, naturellement. C'est un délit d'opinion ou... Ah non. Vous pouvez accepter en France qu'en 68, un Allemand, Cohn-Bendit, traîne le drapeau français sur les Champs-Élysées par terre, suivi en cela par des centaines de milliers d'étudiants. Si les Français l'acceptent, c'est leur affaire. Mais moi, je n'admettrai jamais qu'un étranger, en plus, vienne traîner le drapeau marocain dans une manifestation. Et même si un Marocain le faisait, je considérais qu'il est passible de prison. Bien. Majesté, une autre question. C'est à prendre ou à laisser. Bien, je crois. Majesté, une autre question concernant l'actualité aussi. Oui, Majesté, nous avons appris à Paris cette semaine que la famille Oufkir serait autorisée à émigrer au Canada. Est-ce exact? Et que pensez-vous de cette information et de cette éventuelle décision?
Quand on m'a dit qu'on allait me poser la question sur cette affaire, je considère comme un fait divers. Mon commentaire a été que la question n'est pas embarrassante pour moi, elle le serait plutôt pour les Français. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une excellente coopération, basée naturellement fondée sur une amitié très solide et une estime réciproque entre mon regretté père, Sa Majesté Mohamed V, que Dieu ait son âme, et le général de Gaulle, que Dieu ait son âme. Et le début de mon règne était parti sur ce substratum d'histoire récente et ancienne où le sang marocain et le sang français s'étaient mêlés pour la libération du monde. Et voilà que cette amitié, cette sérénité entre la France et le Maroc se dégrade pour arriver à la rupture du temps du général de Gaulle, parce que je n'avais pas voulu remettre aux frères entre les mains de la justice française. On l'a donc condamné par contumace, la presse s'est déchaînée contre lui, on ne l'a plus appelé que tueur, expéditeur d'hommes dans l'au-delà. En France, à ce moment-là. En France, et à ce moment-là, c'était les gaullistes qui étaient au gouvernement, et parmi les gaullistes, il y avait les barons, particulièrement. C'est pour ça que cette question n'est pas embarrassante pour moi. Elle est embarrassante pour la majorité actuellement en France. Pourquoi, au bout de 15 ans, vouloir refaire remonter cette affaire à la surface, alors que, parfois, ce que nous avons à faire avec la famille du défunt est une affaire qui concerne un souverain et une famille qui fait partie de ces sujets. Je pense que nous l'avons, et nous allons la régler de la façon la plus normale et la plus conforme à ce que nous considérons comme étant notre morale. Est-ce que vous allez recevoir Mme Moufkir comme elle l'a demandé? C'est-à-dire que, après cette réponse, je ferme la parenthèse. D'après ce qu'il m'a été dit, elle se refuse de quitter le territoire, le royaume. Majesté, la famille de M. Oufkir a été mise au secret pendant tout ce temps. Est-ce que ça, c'est une période qui est révolue et on termine sur ce sujet? On termine toute l'interview sur ce sujet? Non. Quelle belle conclusion. Non, on terminera avec une autre question de Pierre Serra, mais là, sur ce sujet-là, sur le sujet Oufkir. En ce qui me concerne, j'ai terminé. Bien, Pierre. Majesté, je voudrais vous dire, on a parlé au départ de la guerre du Golfe, on va y revenir, on a l'impression que cette guerre qui a été entreprise par l'Irak et que l'Iran ne veut pas finir, n'a pas de solution. On l'a dit tout à l'heure, il y a trois guerres, il y a la guerre immédiate entre deux pays voisins, et la guerre qui a débordé sur le Golfe, et puis il y a la guerre séculaire entre les Perses et les Arabes. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Est-ce qu'il y a une solution? Parce que ça menace tout le monde, et les Arabes en particulier. Écoutez, je ne vois pas de solution tant que les grandes puissances adoptent une attitude verbale et publique et font le contraire sous tant qu'on fournit, on soumet des armes aux belligérants. Et en plus de cela, je l'ai entendu plusieurs fois, dans les grandes capitales, nous ne voulons pas que l'Iran gagne, mais nous ne voulons pas non plus que l'Iran perde, que l'Irak perde. Voilà l'axiome de l'actualité, tout au moins chez les Occidentaux. Et chez les Arabes? Comment? Et chez les Arabes? Alors chez les Arabes, comme vous le savez, je n'ai pas à vous expliquer la situation. Nous allons à Amman, un conseil extraordinaire des chefs d'État arabes, et nous allons nous trouver confrontés devant deux choix. Faudra-t-il commencer par les problèmes arabo-arabes ou commencer par les problèmes arabo-iraniens? Ils sont aussi insolubles les uns que les autres, moi je crois. Dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression que les contradictions sont arrivées à un tel stade d'exacerbation que tout ce qu'on peut souhaiter, à mon avis, et je suis optimiste, c'est qu'il n'y ait pas d'escalade et que on puisse revenir au dialogue dans la grande famille musulmane, plutôt que de la laisser dans la petite famille arabe. Majesté, je vais vous remercier. Nous terminerons sur ce vœu d'espoir. Merci de nous avoir reçus. Bonne chance pour la conférence d'Amman. Merci beaucoup et à bientôt.